Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait la synthèse d'un système séquentiel, c'est-à-dire comment on réalise les circuits qui correspondent à un système séquentiel à partir d'un cahier de charge. Les circuits séquentiels permettent la mise au point de systèmes dont le fonctionnement dépend non seulement des valeurs des variables d'entrée, mais également des informations traitées précédemment dans le cours de leur fonctionnement. On comprend alors qu'une forme de mémoire est mise en œuvre, une mémoire permettant au circuit de se souvenir des événements passés et de traiter l'information plus adéquatement. De plus, le comportement d'un tel système fait apparaître une succession d'états différents des variables de sortie qui s'enchaînent séquentiellement dans un ordre précis. Dans la pratique, tous les automatismes sont séquentiels et seules quelques portions de fonctionnement sont purement combinatoires. Des variables internes sont introduites pour coder l'état dans lequel se trouve le système. Ces variables sont définies par le système lui-même et non pas par l'extérieur. Il y a donc une sorte de bouclage de la sortie vers l'entrée du système. Prenons l'exemple de l'ascenseur. Supposons qu'on est au deuxième étage d'un immeuble et on appuie sur le bouton « Appel ascenseur ». L'ascenseur, soit il va monter, soit il va descendre pour atteindre le deuxième étage. Cela dépendra de sa position avant l'appel. On voit bien que c'est un système séquentiel, car pour la même entrée, appuie sur le bouton Appel ascenseur, la sortie est différente, la montée ou la descente de la cabine d'ascenseur. La sortie dépend alors de l'entrée et de l'état précédent du système. Nous allons faire l'analyse et la synthèse à partir d'un exemple pour bien comprendre comment on fait la synthèse d'un système séquentiel. Et l'exemple que j'ai choisi pour vous, c'est le déplacement d'un chariot. On considère le procédé suivant. Si on appuie sur le bouton poussoir M, lorsque le chariot est au repos en position A, ce dernier quitte A, arrive en B et revient en A où il s'arrête. On s'interdit d'appuyer sur M quand le chariot est parti. Nous retiendrons le principe du système rigoureux où une seule variable d'entrée change de valeur à la fois. Nous commençons la synthèse par ce qu'on appelle le graphe d'effluence. Le graphe d'effluence représente tous les états stables du système et l'ordre chronologique dans lequel on atteint chacun des états à partir des autres en fonction des variations des valeurs des variables d'entrée. Donc, commençons par le graphe d'effluence. Donc, ici, on a M, les entrées, M, A, B. Donc ça, ce sont les entrées de notre système. Et le déplacement, soit on a un déplacement vers la droite ou bien un déplacement vers la gauche. Donc D, G. À l'état initial, le chariot se trouve en A. On n'a pas encore appuyé sur le bouton M et il ne se trouve pas en B. Et on n'a ni un déplacement vers la droite, ni un déplacement vers la gauche. Si on appuie sur le bouton M, automatiquement, le chariot va commencer à se déplacer vers la droite. Donc, D est égal à 1 et G est égal à 0. Normalement, on doit atteindre l'état stable suivant. 0, on n'appuie plus sur le bouton M, le chariot ne se trouve pas en A et ne se trouve pas en B. Il se trouve entre les deux et il se déplace vers la droite. Donc pour passer de cet état-là à cet état-là, nous avons dit que nous travaillons dans un système rigoureux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer qu'une seule valeur à la fois. Donc soit on passe à cet état-là, 1, 0, 0, après on a 0, 0, 0, soit on passe à l'état suivant, 0, 1, 0, déplacement vers la droite. Donc ici, dans cet état-là, le chariot se déplace vers la droite. À un moment donné, il va atteindre la position B. Et qu'est-ce qui se passe? Il va faire le retour, donc un déplacement vers la gauche.
il se trouve au milieu et il se déplace vers la gauche et à un certain moment, il va atteindre la position A, la position initiale où il s'arrête. Ici, je mets les numéros des états, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 états. Nous allons maintenant traduire ce grade d'affluence en tableau d'état primitif. Mais avant ça, regardez avec moi ces deux états. Regardez, l'état numéro 5 et l'état numéro 7. Et qu'est-ce qu'on constate? Pour la même combinaison d'entrée, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ici, pour la sortie, on a 1, 0. Et ici, on a pour la sortie 0, 1. Ici, on a un déplacement vers la droite. Et ici, on a un déplacement vers la gauche. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle le tableau d'état primitif. Le tableau d'état primitif est une représentation différente, sous forme de tableau, du graphe de fluence. Les colonnes de ce tableau correspondent aux combinaisons des variables d'entrée du système. Notre système a trois entrées, M, A et B. Donc les valeurs qui peuvent prendre M, A et B sont les suivantes. 0, 0, 0. Ici, je vais mettre ce qu'on appelle le binaire réfléchi ou bien le code de Gray. 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 et 1, 1, 0, 1 et 1, 0, 0. Donc, comme j'ai dit, les colonnes de ce tableau correspondent aux combinaisons de variables d'entrée du système. Donc, on a ici 3 variables d'entrée, donc c'est 2 à la puissance 3 qui est égal à 8. Et le nombre de colonnes, c'est toujours 8, donc c'est 8 plus 2. Une colonne au début et une colonne à la fin où je mettrai les sorties. Les lignes correspondent aux différents états. Ici, nous avons 7 états. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les valeurs des sorties sont associées à chaque état. Les états entourés correspondent aux états stables du système. Regardez. L'état numéro 1 est stable lorsqu'on a 0, 1, 0. Donc 0, 1, 0. Donc l'état stable se trouve ici et la sortie vaut 0, 0. Pour l'état stable 2, c'est lorsque MA et B égale 1, 1, 0. 1, 1, 0, c'est ici. Et les sorties, on a 1, 0. Pour le 3, c'est 1, 0, 0. 1, 0 pour les sorties. 4, c'est 0, 1, 0. 0, 1, 0, donc c'est 0, 1, 0, donc ici 4. 5, c'est 0, 0, 0. 6, c'est 0, 0, 1. 7, c'est 0, 0, 0. Ensuite, on a ce qu'on appelle les états transitoires, c'est-à-dire au passage d'un état stable vers l'état stable suivant. Cette transition est provoquée par la variation de l'entrée. Donc regardez, du 1, je passe vers le 2. Du 1, je passe vers le 2. Et ici, il faut savoir que l'évolution se fait toujours horizontalement, puis verticalement. Donc du 1, je vais aller vers le 2. Voilà, du 1, je vais vers le 2. Du 2, je peux aller soit vers l'état 3, soit vers l'état 4. Donc du 2, je vais aller soit vers l'état 3, soit vers l'état 4. De l'état 3, je vais aller vers l'état 5. De l'état 4, je vais aller aussi vers l'état 5. Du 5, je vais aller vers le 6. Et du 6, je vais aller vers le 7. Et du 7, je vais aller vers l'état numéro 1. Toutes les combinaisons d'entrée sont à envisager.
Les traits correspondent aux impossibilités d'évolution du système à partir de l'état stable de la ligne. Ça veut dire du 1, je ne peux pas aller de 0, 1, 0 vers 0, 1, 1. De même pour les autres combinaisons d'entrée. Ici, je vais mettre les différentes sorties. Pour 4, c'est 1, 0. 5, c'est 1, 0. 6, c'est 0, 1. Et le 7, c'est 0, 1 aussi. Le tableau d'état obtenu jusqu'à maintenant ne comporte qu'un seul état stable par ligne. Certains états pourront être fusionnés en utilisant les combinaisons des variables d'entrée. Pour cela, nous utilisons ce qu'on appelle le polygone de liaison. Deux lignes peuvent être fusionnées si dans la même colonne on trouve un état stable I et un état transitoire I. Donc état stable I, état transitoire I, ou bien l'inverse, l'état transitoire I, l'état stable I, sur la même colonne. Deux indifférences, ou état impossible. Un état stable ou instable et une indifférence. Ou bien le même état instable. Donc voici les cas possibles pour avoir une fusion des deux lignes. Donc il faut que dans chaque colonne, on doit avoir un des cas suivants pour pouvoir fusionner deux lignes par exemple. Pour rechercher les états compatibles, on établit ce qu'on appelle le polygone des liaisons, dans lequel chaque sommet représente une ligne. Ici, nous avons 7 états, donc on va avoir un polygone de 7 sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Lorsque deux lignes sont fusionnables, on les relie par un trait plein si les sorties sont identiques, ou bien par un trait pointillé si les sorties sont différentes. Donc regardez les lignes 1 et 2. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ici, attention, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'état stable I et l'état transitoire J, qu'on ne trouve pas ici. Donc 1 et 2 ne sont pas fusionnables. Maintenant, le 1 et le 3. Tiret transitoire, voilà, tiret transitoire, 2 tirets, 2 tirets, état stable 1 tiré, état transitoire 2 tiré, 2 tirés, 2 tirés, tiré, état stable, tiré, état stable. Donc 1 et le 3 sont fusionnables, mais de sorties différentes, donc ça sera un trait pointillé. Le 1 et le 4. Ne sont pas fusionnables. Le 1 et le 5. Sorties différentes entre le 1 et le 5. Très pointillés. Le 1 et le 6. Sorties différentes, très pointillés. Le 1 et le 7. Sorties différentes, très pointillés. Maintenant, je vais voir le 2 et le 3. Même sortie, très plein. Je vais le mettre en noir. Le 2 et le 4. Même sortie, fusionnable, même sortie, très plein. Le 2 et le 5.
même sortie, très plein. Le 2 et le 6. Sortie différente, très pointillé. Le 2 et le 7. Ce cas-là ne se trouve pas ici, donc le 2 et le 7 ne sont pas fusionnables. Maintenant, le 3 et le 4. Même sortie, très plein. Pardon, je vais le mettre en noir. 3 et le 5. Même sortie, 3 et le 5, très plein. 3 et le 6, deux états transitoires différents, donc non, ne sont pas fusionnables. Le 3 et le 7, la même chose, état transitoire J, état stable I, donc ne sont pas fusionnables. Le 4 et le 5. Le 4 et le 5 sont fusionnables, même sortie 1, 0, donc le 4 et le 5, très plein. Le 4 et le 6, non, deux états transitoires différents, donc ce n'est pas la peine de vérifier les autres colonnes. Le 4 et le 7, la même chose, état transitoire 5, état stable 7, donc ne sont pas fusionnables. Le 5 et le 6, regardez aussi, état stable 5, état transitoire 7, donc ne sont pas fusionnables. Ce n'est pas la peine de tester les autres combinaisons ou bien les autres colonnes. Le 5 et le 7, la même chose, deux états stables différents. Maintenant, pour le 6 et le 7, ils sont fusionnables et de même sortie. Donc voilà, nous avons établi le polygone de liaison qui va nous permettre de fusionner les différents états pour minimiser ce qu'on appelle le tableau d'état primitif, où on va obtenir ce qu'on appelle les tableaux d'état réduits. Des états sont fusionnables s'ils sont tous reliés ensemble. Deux cas se présentent. Soit on va travailler seulement avec les traits pleins et on a ce qu'on appelle une machine de Moore. Soit on va travailler avec les traits pleins et les traits pointillés, on obtient ce qu'on appelle une machine de Mealy. Commençons par la machine de Moore. Regardez, on a le 1, il m'est relié avec aucun autre état par des traits pleins. Donc le 1 sera pris seul. Regardez, le 2, le 3, le 4 et le 5, ils sont tous reliés ensemble avec des traits pleins. Le 2 avec le 3, le 4, le 5, le 3 avec le 2, le 4, le 5, et ainsi de suite. Donc 2, 3, 4 et 5 sont fusionnables ensemble. Et ensuite, on a le 6 et le 7. Pour la machine de Mealy, nous allons travailler avec les traits pleins et les traits pointillés. Regardez, le 1 il est relié avec le 6 et le 7, et le 6 avec le 1 et le 7 avec le 1 et le 6. Donc, le 1, 6, 7 seront fusionnés ensemble. Et bien sûr, le 2, le 3, le 4 et le 5, ils sont reliés tous ensemble avec des traits pleins. Donc, 2, 3, 4 et 5. Je rappelle, pour la machine de Moore, j'utilise que les traits pleins. Et pour la machine de Mealy, j'utilise les traits pleins et les traits pointillés. Le nombre de lignes du tableau d'état réduit, que ce soit pour la machine de Moore ou la machine de Mealy, représente le nombre d'états internes nécessaires pour mémoriser le passé du système. 3 pour la machine de Moore et 2 pour la machine de Mealy. Les états internes seront codés par des variables internes. Ce codage pourra être optimal si l'on utilise le nombre minimum possible de variables internes. Pour coder 3 états, on a besoin de 2 variables internes, 0, 0, 0, 1, 1, 0 par exemple. Et pour la machine de Mealy, j'ai besoin seulement d'une seule variable interne, 0 pour ce cas-là et 1 pour ce cas-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais écrire ou bien je vais dessiner les tableaux d'état réduits
pour la machine de Moore et pour la machine de Mealy. Voici les deux tableaux qui correspondent aux machines de Moore et à la machine de Mealy. Pour la machine de Moore, nous avons dit qu'après fusion, nous avons obtenu 3 états. C'est pour cette raison que j'ai mis 3 lignes. Et pour la machine de Mealy, nous avons dit que nous avons obtenu 2 états, donc j'ai mis 2 lignes. Donc ici, ça sera le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Et pour la machine de Mealy, on a 1, 6, 7, 2, 3, 4 et 5. Donc l'état stable numéro 1 se trouve en 0, 1, 0. 0, 1, 0, donc c'est ici. Et la sortie vaut 0, 0. Le 2 se trouve ici. 3 ici. Le 4 ici. Et le 5 en 0, 0. Et pour la sortie, on a 1, 0, donc un déplacement vers la droite. Pour le 6 et le 7, donc le 6 se trouve ici, 7 ici. Maintenant, je vais faire les états transitoires. Du 1, je vais aller vers le 2. Du 2, je vais aller vers le 3 et le 4. Du 3, je vais aller vers le 5. Du 4, je vais aller vers le 5. Du 5, je vais aller vers le 6. Du 6, je vais aller vers le 7. Et du 7, je vais aller vers le 1. Les états impossibles, je mets des tirets. Ici, j'ai 0, 1. Maintenant, pour la machine de Mealy, vous pouvez constater que j'ai enlevé la colonne sortie. Pourquoi? Parce que dans la machine de Mealy, j'ai dit qu'on peut utiliser les traits pleins et les traits pointillés. Ça veut dire les traits pleins, ça veut dire que les sorties sont différentes. Regardez entre le 1 et le 6. Ici, la sortie, c'est 0, 0. Ici, c'est 0, 1. Donc, sortie différente. Donc, je ne peux pas utiliser une colonne pour les sorties. Donc, le 1, elle est stable en 0, 1, 0. Et je mets entre parenthèses les sorties. 6, c'est ici. La sortie, c'est 0, 1. Le 7, c'est ici et c'est 0, 1. Le 2, c'était ici. La sortie, c'est 1, 0. Le 3, c'est ici, la sortie, c'est 1, 0. Le 4, c'est ici, la sortie, c'est 1, 0. Et le 5, c'est ici, la sortie, c'est 1, 0. Du 1, je vais aller vers le 2. Du 2, je vais aller vers 3 et 4. 3, je vais aller vers le 5. Le 4, je vais aller vers le 5. Du 5, je vais aller vers le 6. Du 6, je vais aller vers le 7. Et du 7, je vais aller vers le 1. Après, on a les états impossibles. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a deux machines, la machine de Moore et la machine de Mealy. Pour la machine de Moore, on a 3 états. Donc pour coder 3 états, on a besoin de 2 variables internes. Par exemple, ici, ce sera 0, 0, 0, 1, 1, 0. Donc 3 variables internes pour coder les 3 états. Pour la machine de Mealy, on a besoin seulement d'une seule variable interne. Ici, ça sera 0, ici, ça sera 1. Donc, dans ce cas, il est préférable d'utiliser la machine de Mealy. Pourquoi? Parce que nous allons utiliser qu'une seule variable interne. Par contre, pour la machine de Moore, on doit utiliser 2 variables internes. Donc, pour simplifier au maximum notre circuit, dans ce cas-là, il est préférable d'utiliser la machine de Mealy. Maintenant, nous allons déterminer l'équation de la variable interne qui sera utilisée pour la machine de Mealy. Donc, la variable interne, qu'on note grand Y, et les fonctions des entrées du système, M, A, B, et aussi de l'état du système. Donc, on a 4 variables, donc un tableau de Carnot de 16 cases.
Quand on est dans un état stable, les variables internes ne changent pas. Donc regardez, 0, 0, 0, 0, on a un état stable. 0, 0, 0, 0, on a un état stable. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1, on a un état stable. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Et 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que quand on est dans un état stable, les variables internes ne changent pas. Donc dans cette case-là, la variable interne vaut combien? Il vaut 0. Donc je mettrai ici un 0. Ici la même chose, 0. Ici la même chose, 0. Ici la variable interne vaut 1. Donc je mettrai 1. Quand je pars de la variable interne, ça veut dire petit y. Donc ici c'est 1, ici c'est 1 et ici c'est 1. L'état transitoire. On a combien d'états transitoires ici? On a deux états transitoires. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Donc c'est ici. Et en 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Donc c'est ici. Dans les états transitoires, les variables internes doivent être mises à la même valeur que son état stable. Ça veut dire, ici, on va passer de 0 vers le 1. Donc, je passe de 0 vers le 1, donc je mettrai ici un 1. Ici, je suis en 1 et je vais passer vers 0. Donc, je mettrai ici un 0. Après, je mets les états impossibles du système. Maintenant, je vais établir l'équation de Y. Le premier groupement que je vais prendre, c'est celui-là. Ici, regardez, petit y change de valeur. Grand M ne change pas de valeur, donc c'est M. Ici, j'ai pris les 4 colonnes, donc je sais absolument que les variables A et B vont changer de valeur. Regardez ici, j'ai 0, 0, 1. Voilà, donc A a changé de valeur. Pour B, ici j'ai 0, ici c'est 1, donc B change de valeur aussi. Plus le deuxième groupement que je vais prendre est le suivant. Je vais prendre ces 4 cases. Donc ici, j'ai y est égal à 1 sur les deux lignes, donc petit y. Grand M ici vaut 1, ici vaut 0, donc change de valeur. A, ici j'ai 0, ici j'ai 1, donc A change de valeur. B, j'ai 0 et B, j'ai 0, donc c'est B bar. Donc ça, c'est l'équation de la variable interne. Maintenant, je vais déterminer l'équation des sorties. Et j'ai deux sorties, la sortie D et la sortie G. Nous allons maintenant déterminer l'équation des variables de sortie. Pour cet exemple-là, on a deux variables de sortie, G et D. L'équation de chaque variable de sortie est obtenue par un tableau de Carnot déduit à partir du tableau d'état réduit. Pour le déplacement à gauche, on a G dépend de M, A, B et Y, la variable interne. Donc j'ai un tableau de Carnot de 16 cases. J'ai mis ici S pour les états stables et T pour les états transitoires. Par exemple, 0, 0, 0, 0, c'est un état stable. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, c'est un état stable. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, c'est un état transitoire. Pendant l'état stable, les sorties restent inchangées. C'est le principe de l'état stable. Donc ici, j'ai combien G vaut combien? Ici, c'est 1. Donc je mettrai ici 1. Ici, en 0, 0, 1, en 0, 0, 0, 1, j'ai aussi 1. En 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, G est égal à 0. Ensuite, pour les autres
K qui reste, des états stables, j'ai G vaut 0. Donc ici j'ai 0, 0. Ici, j'ai 0, 0. Toute la difficulté revient à imposer des valeurs de sortie pendant les états transitoires, pour la simplification bien sûr. Le passage d'un 0 à 0 impose un 0 dans l'état transitoire, et un passage d'un 1 vers un 1 impose un 1 dans l'état transitoire. Pour les autres cas, on peut utiliser 3 critères, à savoir le critère de simplicité, le critère de rapidité ou le critère de lenteur. Regardez cet état transitoire. C'est 0, 1, 1, 0. C'est 0, 1, 1, 0. G vaut 0 et je passe à 2 où G vaut 0 aussi. Donc, automatiquement, je mettrai ici un 0. Par contre, ici, pour l'état transitoire qui reste, G vaut 0 et je passe à G vaut 1. Donc, je dois utiliser un des 3 critères, à savoir le critère de simplicité, rapidité ou lenteur. C'est ce qu'on va voir dans la partie qui suit. Pour déterminer l'équation de G, je dois voir qu'est-ce que je dois mettre dans cette case-là. Pour cela, je vais utiliser 3 critères. Le premier critère, c'est le critère de simplicité. Ça veut dire quelle est la valeur que je peux mettre dans cette case pour avoir un tableau de Carnot le plus simple possible. Cette valeur, c'est tout simplement 0. Comme ça, je vais avoir un seul groupement. Et je dirais G est égal à Y bar A bar. Le deuxième critère, c'est ce qu'on appelle le critère de rapidité. Ici, regardez, cette case, ou bien cet état transitoire, correspond à cet état-là. J'ai un passage de 0 à 1, donc je vais rapidement atteindre le 1. Donc je mettrai ici un 1. Et pour les groupements, cette fois-ci, donc G égale, je vais prendre ces 8 cases, G est égal à B, plus ces 4 cases, Y bar, A bar. Pour le critère de lenteur, j'ai un passage de 0 à 1, je vais tarder en 0. Donc je mettrai ici un 0. Je le mettrai en rouge. Et dans ce cas-là, voici le groupement que j'ai. Et j'ai G est égal à Y bar, A bar. Donc maintenant, j'ai déterminé l'équation de G. Donc j'ai 3 équations différentes. De la même manière, je vais déterminer les équations de D. Les voici. Ce sont 3 équations en utilisant une fois le critère de simplicité, une fois le critère de rapidité, une fois le critère de lenteur. Maintenant que j'ai déterminé l'équation de ma variable interne, l'équation de G et l'équation de D, je vais dessiner le circuit en utilisant le logiciel Multisim.
Comme vous l'avez constaté, la synthèse d'un système séquentiel, elle est un peu difficile par rapport à la synthèse d'un système combinatoire. La méthode que nous avons utilisée, c'est la méthode Huffman. Pour plus de cours et d'exercices, je vous invite à visiter mon site web azmani.ma et merci de votre attention.